Bonjour et bienvenue à cette toute première vidéo de cette nouvelle chaîne, Mister Gestion, l'hebdo de la finance. Si vous êtes dirigeant d'entreprise ou cadre, ou tout simplement que vous vous intéressez au monde de la finance adapté aux entreprises, eh bien cette chaîne est faite pour vous. L'idée, ça sera régulièrement, si possible chaque semaine, traiter de plusieurs sujets liés à la finance dans l'entreprise, comment on gère les documents financiers dans son entreprise et en tirer parti, mais également des choses liées à l'actualité financière, fiscale, sociale. Et la dernière partie, c'est généralement des histoires liées au placement de trésorerie pour votre entreprise ou pour vous, à titre personnel. Je m'appelle Damien, je suis formateur en finance auprès de dirigeants d'entreprise ou toute personne qui s'intéresse à la finance depuis une quinzaine d'années. Et mon objectif à travers cette vidéo est, de vous faire apprendre, intégrer tout un tas de choses, que généralement vous maîtrisez assez mal dans le monde de la finance et dont pourtant vous avez besoin. Au cours de cette première vidéo, j'ai choisi 3 thèmes. Le premier thème, c'est les bases de la finance, les comptes annuels, bilans, résultats, ce genre de choses. Ah oui. En deuxième point, l'actualité juridique de la semaine est double. Le futur projet de loi de finances et la facturation électronique. 2 sujets, au cœur de l'actualité. Et on terminera par le premier sujet placement que je voudrais évoquer, les crypto-monnaies dans leur version dans ce qu'elles ont le plus stable et utile pour une entreprise, ce qu'on appelle les stablecoins. Sans plus attendre, je vous propose d'évoquer le tout premier thème sur la finance d'entreprise, le bon vieux bilan et compte de résultat. Pour rendre ça un peu plus ludique, un peu plus sympathique, je vous propose un petit quiz à ce sujet. Nous voilà inscrits, on joue à 5 et c'est parti. Vous allez pouvoir vous auto-tester vous-même sur ce qu'on appelle les comptes annuels et qui sont les bases de la finance. On va faire de finance sans ces éléments-là. Lequel de ces documents font réponse? Je vais simplifier le débat ici. Je vais appuyer sur celui-là, le compte de résultat, puisque c'est souvent le plus connu. Eh bien, il avait 2 bonnes réponses. Le bilan, le compte de résultat. En fait, l'entreprise fonctionne selon un système très pyramidal, on va dire. Tout part des grands mouvements de financiers. Dans une entreprise, tout passe généralement par les achats et ventes qu'on matérialise par des factures, des paiements. Ça, là, déjà, on est dans de la big data. Tout ça, on est au niveau des services commerciaux, services achats, et au niveau de la compta, on y fait un traitement, la plupart du temps, sous la forme d'un logiciel. C'est là où toute la connaissance comptable est utile. Le comptable va y mettre un montant au débit et au crédit, puisqu'on va enregistrer un double flux. On va y allouer un numéro de plan comptable général, conformément à la loi comptable en France. Et tout ceci va s'appeler le livre journal ou le grand livre. Qu'importe. En tout cas, sachez-le que ça, en termes d'analyse, c'est compliqué, c'est du gros volume et il faut quand même un petit travail humain là-dessus. Mais en fin d'année, le logiciel va nous permettre de intégrer, générer automatiquement 2 documents, le bilan et le compte de résultat. Et là, on passe de la big data à de la synthèse, puisque bilan et compte de résultat réunis, ça ne fait que 4 pages. C'est vrai que quand le cabinet comptable vous envoie tout ça chaque année, il y a bien plus de pages, généralement entre une vingtaine et une cinquantaine, parce qu'il y a des annexes, des rapports de gestion, le rapport du commissaire aux comptes. Ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. On reprend avec cette vidéo et cette deuxième question. Alors qu'on a vu qu'il y avait 2 documents, si je vous demande quelle est la photo du patron de l'entreprise, on voit ça, le document. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, c'est le bilan. Le bilan qui représente le patrimoine de la société. Le deuxième grand document, c'est le compte de résultat. Les 2 font la paire, on l'a vu tout à l'heure. Le bilan, c'est le patrimoine. Le compte de résultat, c'est la rentabilité. Généralement, quand j'évoque ce sujet-là, je prends comme exemple votre situation personnelle. Prenez-vous et essayez de voir. Vous allez souvent vous poser la question sur quelqu'un que vous connaissez. Prenons Jacqueline. Elle s'appelle Jacqueline. Est-ce que Jacqueline est riche? C'est votre question.
Vous allez vous poser d'abord la question pour savoir si Jacqueline est riche sur ce qu'elle possède. Elle possède peut-être un manoir, une magnifique maison donc, des véhicules de collection, et peut-être qu'elle a des comptes bancaires, des assurances vie. Mais peut-être que pour acheter tout ça, notamment son manoir, elle a contracté des emprunts. Tout ça, c'est son patrimoine. Qu'est-ce qu'elle possède versus qu'est-ce qu'elle doit. Et si je devais opposer ça au compte de résultat, la rentabilité du coup, je me poserais une autre question. Je dirais, je sais que Jacqueline a un gros patrimoine, mais je sais que Jacqueline, pour pouvoir acquérir ce patrimoine, ici ça se trouve, elle a de gros revenus. Elle touche dans son entreprise un très gros salaire. Ça, c'est son revenu. Ça rentre dans ce qu'on appelle la rentabilité. Mais la rentabilité, c'est pas que le revenu, c'est aussi les dépenses que l'on a. Si ça se trouve, elle utilise tout son revenu pour dépenser dans des casinos, dans des marques de luxe, etc. Et donc, du coup, vous avez dans les documents financiers, si je fais l'analogie avec l'entreprise, son patrimoine, le patrimoine de l'entreprise qui lui-même évolue quelque part grâce à l'enrichissement annuel auquel correspond la rentabilité, le compte de résultat. L'autre grande différence, c'est que le bilan, c'est tout le temps. C'est éternel, ça ne s'arrête jamais. Et tant que vous êtes en vie, en tout cas. Alors que le compte de résultat, c'est jamais que sur un an. Au 1er janvier, ou à une autre date d'ouverture de l'exercice comptable, on redémarre de zéro. L'autre différence que je fais, l'autre exemple que je prends, c'est souvent au niveau fiscal. En France, on adore parler fiscalité. Je le ferai de temps en temps sur cette chaîne d'ailleurs. Si je prends la déclaration de revenus, à titre personnel, ça va représenter votre rentabilité. Compte de résultat, c'est dans une entreprise, c'est l'équivalent de votre déclaration de revenus chez vous. Vous le faites chaque année, vous déclarez vos revenus et on vous calcule un impôt à ce sujet. Il y a certains contribuables, plutôt riches, qui eux vont devoir en plus déclarer leur patrimoine. Jusqu'à une époque, ça s'appelait l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Et bien maintenant, ça s'appelle l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Sous Emmanuel Macron, cet impôt est maintenant réservé uniquement à la partie immobilière, à titre particulier. Vous avez certainement dû entendre parler ces derniers temps d'ailleurs de la taxe Zuckman qui reprend un peu les vestiges de l'ISF en encore plus large. Voilà là-dessus. Donc l'IFI, c'est un peu le bilan et l'impôt sur le revenu, c'est un peu le compte de résultat. Voilà pour ça. Et donc, je reprends avec la question suivante. On va rester un peu sur le bilan, donc le patrimoine. Quelles sont donc les deux colonnes qui c'est plutôt la technique comptable. Je suppose qu'on va analyser les tout ici, on est sur les documents de synthèse. Oui, là-dessus, l'actif et le passif, c'est ça, le patrimoine. Si je reprends l'exemple de Jacqueline, son manoir, ses véhicules de collection, ça c'est plutôt un actif. Son gros emprunt, c'était plutôt son passif. L'actif, c'est tout ce qui va avoir de la valeur et qui peut se revendre. Le passif, ça représente plus ou moins les dettes. On va pouvoir rester sur cette question du bilan avec la question suivante. Quel poste retrouve-t-on au passif du bilan? Parmi ces propositions-là, il y a 3 actifs et seulement un passif. On a vu que dans le passif, c'était plutôt les éléments qui constituaient des dettes. Donc, les dettes fournisseurs, c'est tout à fait ça. Et les 3 autres, ce sont justement des actifs. C'est ce que je vais vous montrer ici. C'est ça ressemble à ça, un actif, de manière simplifiée. On a l'actif, les immobilisations, c'est-à-dire le matériel, notamment l'équipement, et les actifs circulants, c'est-à-dire les choses qui bougent plus souvent, mais qui ont quand même de la valeur, le compte en banque, les stocks. Au passif, on va notamment avoir les dettes. Voilà là-dessus. Si je reprends mon quiz, pour l'instant, on est en tête de ce quiz. On reprend avec cette 5e question. Premier document, c'était le bilan. Le deuxième document, c'est le compte de résultat. La rentabilité, comment ça se calcule? Le thème qui ressemble dans la vie privée,
Personnel, c'est plutôt recettes et dépenses. Et ça, c'est pas vraiment des mots comptables. Les mots qu'on utilise en entreprise, ce sont ceux-là. Les produits et les charges. Donc du coup, toute la finance d'entreprise dans sa synthèse et dans son analyse, c'est en 4 colonnes. Actif, passif pour le bilan, produit, charge pour le compte des résultats. Le principal produit de l'entreprise, c'est évidemment ses ventes. C'est son chiffre d'affaires, alors que ses charges, il y en a plein, hein. Ça représente essentiellement les dépenses. On va retrouver les achats de matières premières, l'énergie. Et souvent, quand je pose la question en formation, devinez ce que tout le monde me donne comme premier exemple en charge, c'est bien souvent les salaires. Ouais. C'est presque dommage de donner cet exemple-là, mais les charges sont effectivement euh, prennent comme exemple notamment les salaires. Les salaires sont bien une charge. Dans nos questions, on arrive à la 6e. Si par chance, vous avez plus de produits que de charges, tout va pour le mieux pour votre entreprise. Vous avez un but lucratif. Et on va parler, en gros, quand une société gagne de l'argent, on va parler de bénéfices. Et quand elle en perd, on va parler de perte. Bénéf versus perte. Les deux autres mots existent, excédent et déficit, mais ce sont des termes qui sont réservés aux associations, à l'État, mais également à des CSE, bref, des organismes sans but lucratif. Donc quand vous entendez parler d'une société dans une chaîne d'infos en continu, par exemple, disant qu'une société est en déficit, c'est mauvais terme. Le bon terme, c'est une perte. L'État, pour le coup, lui, est bel et bien en déficit, mais une entreprise, elle, qui perd de l'argent, sera en perte. Voilà, bénéfice versus perte. Si je reprends mon petit PowerPoint de tout à l'heure, et voilà à quoi va ressembler un compte de résultat. Les charges à gauche, les produits à droite. Et donc, du coup, par soustraction entre les produits et les charges, si on gagne de l'argent, ce sera un bénéfice. Si on perd, ça sera une perte comptable. Et voilà. Et on en arrive déjà à l'ultime question de ce quiz. Lequel de ces postes constitue une charge? Un chiffre d'affaires, c'est plutôt un produit. Et une immobilisation, on l'a vu, c'était l'autre document. C'est un élément de patrimoine, parce qu'on garde longtemps. C'est donc un actif. Les achats de matières, c'est de biens et de charges, comme pourraient l'être également l'énergie et les salaires. La TVA, comme vous le savez probablement, c'est un impôt qui n'est pas comme les autres. L'impôt sur les sociétés, la taxe foncière sont bien des charges. La plupart des impôts sont des charges, mais pas la TVA. Puisque la TVA va être bien un coût, mais uniquement pour les contribuables. Vous et moi à titre de particulier quand on va faire nos courses. Par contre, l'entreprise, elle a un avantage en tant qu'entreprise. La TVA, elle va pouvoir la récupérer. On parle de TVA déductible. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que l'ensemble des charges de l'entreprise, et même les ventes d'ailleurs, sont exprimées hors taxe. Quand vous comparez les prix d'un fournisseur à un autre, en tant qu'entrepreneur, vous allez comparer les prix hors taxe et non pas le prix TTC, puisque l'État vous rembourse la TVA. Et voilà pour ça. Et donc, du coup, on a terminé avec cette première explication sur les comptes annuels. On a répondu par l'affirmative à l'ensemble des questions. On en fera dans d'autres vidéos, d'autres quiz qui vont nous permettre de connaître bien d'autres choses sur l'analyse financière des comptes de votre entreprise. Mais l'objectif sera de comprendre aussi une analyse financière de vos fournisseurs, de vos clients et même de vos concurrents. C'est l'heure de la deuxième partie de cette vidéo. L'actu juridique de la scène, ça sera le thème. Alors généralement, ça sera la fiscalité, et là, c'est tout vu. La loi de finances pour 2026. Qu'est-ce qu'elle raconte de beau, cette loi de finances? Et bien que on est dans un contexte un peu particulier, nous sommes le 10 octobre quand je tourne cette vidéo-là. Sébastien Lecornu a posé sa démission. Emmanuel Macron est censé dès ce soir nommer un nouveau Premier ministre, et lundi on est censé avoir un projet de loi de finances pour 2026, un projet de budget. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais un budget, c'est l'essentiel du texte où il va y avoir toutes les réformes fiscales pour l'année 2026, que ce soit à titre personnel,
l'impôt sur le revenu pour votre entreprise, l'impôt sur les sociétés, la CVAE, la CFE, etc. La règle est que généralement, le texte est connu en termes de projet pour la fin septembre, début octobre. On est le 10, il est plus que temps. L'an dernier, ça avait été très compliqué. Il y avait eu une histoire de censure avec Michel Barnier et le texte n'avait été connu que début février 2025. Cette année, le gouvernement voudrait que ça ne soit pas le cas. Il y a toujours cet objectif d'avoir un budget voté avant la fin de l'année 2025. Sauf que constitutionnellement, il faut 70 jours. 70 jours pour permettre, entre le projet de loi présenté en Conseil des ministres et sa validation officielle par le Parlement, il faut 70 jours d'examen du Parlement. Tantôt dans l'Assemblée nationale, puis ensuite devant le Sénat. Donc la date limite, c'est le 13 octobre. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dedans? Très difficile à dire. Néanmoins, Sébastien Lecornu, même s'il est démissionnaire, avait préparé le terrain et il y avait eu différentes possibilités et différentes choses qui s'étaient dites à l'époque, qui avaient été négociées. On pourrait s'attendre à un gel de l'impôt sur le revenu. On pourrait s'attendre également à une taxe sur les riches, en tout cas sur les patrimoines financiers. Vous avez probablement entendu parler de la taxe Zuckman. Alors, ça sera probablement pas cette taxe-là, mais une taxe qui va s'attaquer au patrimoine financier, notamment à travers les holdings. Je ferai une vidéo dédiée à ce sujet une prochaine fois. Il pourrait y avoir également la prorogation de différentes contributions qui avaient vu le jour l'an dernier pour taxer les plus riches. Les patrimoines, ou plutôt les revenus les plus riches, la contribution différentielle sur les hauts revenus, qui touche les contribuables qui perçoivent plus de 250 000 euros de revenus, et ou encore la contribution exceptionnelle sur les bénéfices pour les sociétés qui font plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Toutes ces contributions-là devaient prendre fin cette année et pourraient très bien être prorogées. J'avais vu passer également, notamment sur le journal Les Échos, un article parlant d'une éventuelle baisse de la CVAE, alors que sa suppression devait être reportée à 2030, pour faire un petit geste auprès des entreprises. Bon, tout ça, on en saura probablement plus lundi 13 octobre, mais d'ici là, il nous faudrait un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement, pour que puisse se tenir le Conseil des ministres lundi, comme c'est l'objectif. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire sur ça. Je continue avec le deuxième sujet d'actu, la facturation électronique. Vous le savez probablement, dans votre entreprise, il va falloir s'y mettre. 1er septembre 2026, c'est l'échéance. Une obligation légale, devoir, dans toutes vos relations avec vos clients et fournisseurs professionnels assujettis, le B2B, comme on dit, le business to business, dès le 1er septembre 2026, il faudra être en mesure de recevoir des factures et à partir du 1er septembre 2027, ça sera autour des PME. Mais pour tout le monde, dès le 1er septembre 2026, il faudra être en mesure de recevoir des factures en format dématérialisé. Et au 1er septembre 2027, c'est pour l'émission, mais c'est pour les PME, les grandes entreprises, les ETI, elles, ce sera dès le 1er septembre 2026. Le but est d'être prêt le plus tôt possible, c'est certain. Mais une facture dématérialisée, c'est pas qu'une facture PDF envoyée par email. Ça, c'est illégal. Ça va devenir insuffisant en tout cas. Au 1er septembre 2026, il faudra passer par ce qu'on appelle un PA. Il faut choisir une PA. J'ai mis ce serait plutôt une plateforme agréée. À part avant juillet 2025, parce que le gouvernement a changé de vocabulaire, il parlait de PDP, plateforme de dématérialisation partenaire. Maintenant, on parle de plateforme agréée pour PA. Et donc, il va falloir en choisir une. Pour l'instant, il y en a un certain nombre. Il en existe environ 101 qui ont été agréées par le fisc. Toutes ces sociétés-là, c'est pas que des sociétés spécialement connues. Dans la liste, moi, j'ai notamment vu Sage. J'ai déjà vu aussi SAP. Non, pas SAP, pardon, je vous dis des bêtises. J'ai vu notamment Cegid. J'ai vu également des banques comme Conto. J'ai vu également des plateformes assez connues comme Pennylane, etc. Use aussi. Bref, vous en avez une centaine. Il va falloir choisir. Et elles ne sont pas encore 100% agréées. Et elles ont, en fait, jusqu'au 14 janvier 2026 pour faire des différents tests. C'est quelque chose que j'ai écrit un article à ce sujet-là.
Je suis auteur pour le site tjfiscal.fr et récemment, le 14 octobre dernier, enfin prochain plutôt, le 14 octobre prochain, le portail public de facturation va ouvrir. Ce qui signifie qu'à partir de ce moment-là, il sera possible de faire des tests avec le portefeuille public de facturation, mais également entre plateformes agréées, puisqu'il y en a plus d'une centaine. Il faut que toutes les plateformes puissent se communiquer entre elles pour qu'elles puissent recevoir les factures des uns et des autres, puisqu'on ne pourra les recevoir ou les émettre qu'à travers la plateforme agréée que vous aurez choisie. Voilà là-dessus. C'est sur ce site-là, impôts.gouv, liste des plateformes agréées, que vous trouverez le club des 101 ici. Il y en a énormément de connus. Je vous laisserai regarder par vous-même si vous n'avez pas encore. C'est votre choix. Voilà. Ce qui fait que au 14 janvier 2026, chacune de ces plateformes aura obligatoirement envoyé ses rapports permettant de se faire agréer de manière définitive auprès du fisc, de l'administration fiscale. L'administration fiscale aura elle-même 2 mois pour valider le tout. Donc le tout devra intervenir à mi-mars pour une entrée en vigueur définitive de la loi au 1er septembre 2026. Donc, dans moins d'1 an. C'est l'heure du dernier thème. C'est le thème placement. Lors de chaque vidéo, j'essaierai de faire un thème lié au placement. Un thème que je suis maintenant de manière active depuis environ 18 mois, les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, on entend parler de plus en plus. Au début, ça faisait pas très sérieux. Ça faisait investissement gambling, comme ils disent dans le domaine, c'est-à-dire extrêmement risqué, avec beaucoup de volatilité et assez peu de sécurité intellectuelle. C'est de moins en moins le cas. Déjà parce qu'il existe maintenant des crypto-monnaies qui ont autant de force et de sérieux et d'épaisseur financière que certaines grosses actions en bourse. Vous connaissez déjà Bitcoin. Ceux qui s'y connaissent un tout petit peu connaîtront peut-être Ethereum, Solana, Dogecoin. Les 4 font partie des 10 plus grosses crypto-monnaies par capitalisation boursière. L'avantage de tous ces crypto-monnaies, c'est qu'elles utilisent la blockchain. La blockchain, qu'on le veuille ou pas, c'est l'avenir. C'est l'avenir de la finance. D'ailleurs, toutes les banques sont en train de s'y mettre. C'est pour une raison claire. Il existe, avec la blockchain, la possibilité d'avoir un outil informatique beaucoup plus puissant, beaucoup plus sécurisé, qui ne s'arrête jamais, qui permettrait notamment la cotation en continu. Un cours de bourse ne s'arrêterait jamais. Autre chose, depuis quelques années, il existe maintenant des crypto-monnaies qui ne font que répliquer le cours d'une devise, comme par exemple l'euro ou le plus souvent le dollar. Donc du coup, quand vous achetez cette crypto-monnaie sous forme de dollars, il n'y a plus de risque de cours, si ce n'est le cours de la devise si vous n'êtes pas en dollars et que vous êtes dans un pays où il y a l'euro. C'est ce qu'on appelle les stable coins. Je vois maintenant plein d'actualités sur Challenge, sur les Échos et d'autres journaux économiques qui parlent de plus en plus de ce phénomène-là, les stable coins. En gros, l'idée est d'en acheter. Alors vous allez me dire pourquoi. Pourquoi j'achèterais ça si j'ai pas envie d'investir dans ce monde des crypto-monnaies? Il est vrai qu'avoir des stablecoins, ça sert assez aisément à faire l'échange ensuite avec n'importe quelle crypto-monnaie. La plus connue des stablecoins s'appelle l'USDC, USD pour dollar, et c'est Circle, l'USD de Circle qui est la société qui émet. Une grosse société avec une certaine sécurité. C'est probablement pas aussi sécurisant qu'une banque. Néanmoins, le risque sont quand même assez légers, notamment quand vous prenez un acteur assez sûr. Alors pourquoi acheter des stablecoins? Eh ben l'avantage numéro 1, c'est que vous pouvez les staker. Vous pouvez faire ce qu'on appelle du staking. Je vous écris le mot ici. C'est quoi du staking? Prêter. Prêter, placer. Placer ses fonds et obtenir des intérêts. Ça fonctionne un peu comme un livret, le livret A notamment. Sauf que là, au lieu de gagner 1, 2, 3% au grand maximum, c'est beaucoup plus facile ici
d'obtenir des taux de 6 à 10%, voire plus. Plus c'est élevé, plus il faut faire attention. Mais aujourd'hui, faire un placement en crypto-monnaie USDC, donc avec pas de risque de volatilité, ou vraiment très peu, c'est possible, tout en rapportant 6-7%. Dans ce cadre-là, il n'y a pas plus de risque à investir là-dedans que dans d'autres placements en assurance vie, en unité de compte, ou alors en assurance en ETF, ou encore en SCPI, tous ces placements qu'on nous vend comme plutôt sûrs, mais pour lesquels il y a quand même un risque de volatilité, même si c'est léger. Alors moi, sur quelle plateforme je vais pour acheter mes crypto-monnaies Moi, je suis arrivé aux crypto-monnaies uniquement pour faire du stablecoin en staking. Vraiment pour ça. Je voulais pas du tout prendre de risque. Bon, après, j'en ai pris un peu plus. Je me suis pris au jeu des crypto-monnaies. Mais déjà, prenons ce principe-là. Comment faire? Première possibilité, utiliser un prestataire externe. C'est le plus simple quand on démarre. C'est eux qui vont détenir vos fonds. Moi, j'utilise essentiellement Hill Mining, qui est une société française basée à Grenoble. Donc, vous placez vos fonds et vous pouvez acheter des USD coins. Vous transformez vos euros en USD coins. Alors, il y a quelques frais. Et là, vous avez vu ce que vous pouvez retenir 8%. 8% par an. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que les intérêts, vous les touchez tous les jours. Pas une fois l'année, à la date anniversaire. Tous les jours. Vous pouvez les retirer tous les jours si ça vous chante. Parce que vous pouvez même réduire le risque en achetant des Eurocoins, également créés par Circle. C'est une grande société américaine qui crée beaucoup de stablecoins. Si c'est mis ici en staking, donc en taux d'intérêt. On peut le faire également pour tout un tas de crypto-monnaies. Moi, je l'ai fait doublement à titre perso, mais également pour ma société, puisque j'ai une petite SARL qui me permet de mener mes activités de formateur. Et j'y place ma trésorerie d'entreprise pour une petite part. Deuxième acteur que je vous propose, une société basée à Londres, Nexo. Nexo, c'est un acteur encore plus ancien qui doit dater de mémoire de 2017 et qui propose des taux de staking encore plus élevés, 12%. C'est quand même élevé, 12%. Alors évidemment, le mieux est de utiliser des plateformes assez connues et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc moi, j'ai mis cet argent-là en USDC, toujours, sur quelque chose comme 4-5 plateformes. Et là, je vous en ai cité que 2. Voilà. Moi, j'ai commencé dans les cryptos comme ça, et comme ça, vous apprendrez à manipuler ce monde. Et ça se fait avec ce qu'on appelle un wallet, pour pouvoir transférer ces fonds à travers des adresses. Je vous montrerai ça lors de vidéos futures, si ça vous intéresse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, qui j'espère vous aura plu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.